Bonjour à tous, donc bienvenue à la troisième table ronde de la matinée au village 5G IA Cyber. On va maintenant parler de l'intégration réussie de l'IA, sujet très important qui est la condition sine qua non pour que les solutions qui sont développées par toutes nos startups, tous nos groupes en France trouvent un marché et trouvent preneur. Je vais faire passer le micro pour que chacun puisse se présenter et présenter succinctement ses activités. Bonjour à tous. Oula. Bonjour à tous, donc moi je suis Linda Gandon, ravie d'être là aujourd'hui parmi vous. Je suis en charge du numérique au sein de CCI France et je porte notamment tous les sujets numériques, toutes les actions que l'on porte au niveau du réseau national avec donc les 121 chambres de commerce et notamment toutes les actions qui visent à accompagner, aider les entreprises à mieux s'approprier le numérique dans le cadre de leur développement d'activité. Bonjour, je suis Yann Jobert, moi je suis le président d'une entreprise qui est un offreur de solutions. Donc nous intégrons des solutions d'intelligence artificielle sur nos machines et nos lignes d'équipement à destination des industriels. Bonjour à toutes et à tous, Mathieu Marquand, Siemens. J'accompagne les industriels dans l'intégration de solutions IA pour leurs machines, pour des clients finaux aussi. Et voilà, c'est le challenge du moment. Merci beaucoup. Et pour ma part, je suis Alexis Bacot, je travaille à Bercy, à la Direction Générale des Entreprises. Donc notre rôle, c'est de proposer et exécuter des politiques publiques pour favoriser et accélérer le développement de l'écosystème IA en France. Donc je vais faire un tout petit rappel sur l'action publique en la matière et puis je donnerai la parole aux autres participants. On a en France la chance d'avoir une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle depuis 2018. Donc pour ceux qui étaient là à la première table ronde ce matin, on a un petit peu rappelé les grandes étapes, mais dans les grandes lignes, en 2018, on a commencé en insistant sur la formation, la recherche. C'était les suites du rapport de Cédric Villani qui a été publié en 2018. Ensuite, à partir de 2022, s'est engagée une deuxième phase qui, cette fois-ci, avait plus pour objectif de diffuser l'IA dans l'économie. Donc c'était un soutien à l'innovation, notamment avec le programme d'investissement France 2030, qui soutenait l'offre, qui soutenait toujours évidemment la recherche, mais qui soutenait aussi le fait de rapprocher l'offre de la demande. Et pour ce faire, il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été lancés, avec donc, le soutien des différents services de l'État et pour lesquels la BPI nous a beaucoup aidés en tant qu'opérateur. Je voudrais revenir notamment sur le programme IA Booster, qui était un dispositif qui visait justement à aller au plus près des acteurs sur le terrain, au plus près des entreprises, donc plutôt ciblé PME, ETI, pour faire un diagnostic chez eux, ce qu'on appelle des diagnostics data IA, pour voir là où l'intelligence artificielle, avec les solutions qui existent déjà sur étagère, peut être adaptée à leur cas d'usage et ensuite les accompagner au fur et à mesure pour l'adoption de solutions d'IA qui existent. Cette ambition d'accélération de la diffusion de l'IA dans l'économie, elle continue. À l'occasion du sommet, on a fait un certain nombre d'annonces, notamment sur des dispositifs qui ont été pilotés par la DGE. Donc, je vais revenir rapidement sur un appel à manifestation d'intérêt qu'on a appelé AI for Efficiency, dont on a dévoilé les lauréats à l'occasion du sommet. L'idée était la suivante. On constate qu'aujourd'hui, on a en France un retard par rapport à nos voisins européens dans l'adoption de l'IA, alors même qu'on fait partie des leaders en termes d'offres de solutions d'IA, en termes de start-up d'IA notamment, avec un écosystème très, très dynamique. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire un diagnostic sur pourquoi est-ce que l'adoption accuse ce retard. On peut débattre des chiffres. On voit des chiffres en termes de taux d'adoption d'IA dans les entreprises qui sont entre 6 et 10%, avec évidemment des fluctuations importantes selon les secteurs dont on parle. Donc on a lancé ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt, disant aux entreprises, si vous déployez l'IA dans votre entreprise, si ça tourne, si c'est déjà opérationnel, expliquez-nous vos cas d'usage, expliquez-nous quelles difficultés vous avez rencontrées, combien de temps ça a pris, combien ça a coûté. L'idée étant de mettre en valeur les meilleurs dossiers pour faire ce qu'on appelle un observatoire des cas d'usage de l'IA qui permettrait à tout acteur, des entreprises de toute taille, de regarder dans son secteur d'activité, dans sa région, quelles sont les entreprises similaires qui ont les mêmes problèmes que moi, la même activité et qui ont su déployer avec succès des solutions d'IA. Alors, ça a rencontré un grand succès puisqu'on a reçu 600 dossiers, dont 20% de dossiers en dehors de France. Et on a retenu parmi ces dossiers à ce stade 111 lauréats qu'on a mis en valeur à l'occasion du sommet et dont certains, il y a 8 entreprises lauréates qui seront ici même à 16h30 et qui présenteront leur cas d'usage. Donc je vous encourage, si vous le pouvez, à venir les écouter évidemment.
Et donc cet appel à manifestation d'intérêt, c'est une mine d'or, ça nous permet de faire un diagnostic sur les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd'hui. 2 tiers d'entre elles nous disent que la difficulté principale, c'est l'accès à de la donnée de qualité, par exemple. 1 tiers d'entre elles nous disent que le coût a été un obstacle. Et ce qui ressort aussi en lame de fond, c'est que le sujet des compétences, avoir dans son entreprise des compétences en matière d'IT, en matière d'intégration de solutions d'IA, c'est souvent un passage clé, un passage obligé. Donc je pense que la mise en valeur des cas d'usage et des accompagnements par nos intervenants vous permettront de mieux comprendre tout ça. Je vais passer la parole à Linda. Oui, merci beaucoup Alexis. Et merci beaucoup. Oui, tout à fait, Alexis. Je rejoins en effet ce que tu évoques, le fait que voilà, on a à cœur, nous, acteurs aussi publics, de pouvoir encourager, impulser la dynamique aussi en termes de développement, d'usage aussi de l'IA au sein des entreprises. Donc on a aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 grands sujets auxquels la nation, quelque part, doit saisir. C'est développer les infrastructures, maîtriser les technologies et bien évidemment développer les usages. Et c'est au niveau du développement des usages que nous, réseau consulaire, réseau des CCI, intervenons. Et donc le rôle en fait aujourd'hui d'une chambre consulaire, bien c'est d'être le premier, je dirais, interlocuteur, le premier contact de proximité de l'entreprise afin de pouvoir à la fois l'aider, l'orienter, le conseiller sur l'ensemble des sujets auxquels une entreprise peut être confrontée. Dans le domaine du numérique, le réseau des CCI aujourd'hui, c'est environ 160 000 entreprises sensibilisées par an et 20 000 entreprises accompagnées sur tous les sujets. Aujourd'hui, en termes de, je dirais, stratégie nationale et de grands sujets sur lesquels nous intervenons auprès des entreprises sur ce sujet-là du numérique, c'est la poursuite, je dirais, de l'accompagnement des entreprises à une meilleure présence en ligne, à les aider à bien définir, structurer leur stratégie marketing, e-commerce. Donc ça, c'est le premier chantier pour lequel on a quand même plutôt une expertise, puisqu'on accompagne nos entreprises dans ce sens déjà depuis 2010. Deuxième sujet, c'est le numérique de confiance. On l'a évoqué sur les conférences précédentes. Donc c'est sensibiliser, diagnostiquer aussi les entreprises en matière de sécurité et donc déjà de pouvoir leur donner les premières clés de compréhension sur les premières mesures d'hygiène à mettre en place. Et pour ça, on travaille notamment avec l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui du coup a développé un diagnostic qui s'appelle Mon Aide Cyber, vraiment dédié, adapté aux petites structures, plutôt TPE, PME de moins de 50 salariés, parce que ça reste notre cœur de cible au niveau des CCI. Et bien évidemment, c'est aujourd'hui notre priorité en 2025, c'est l'intelligence artificielle. Et donc le réseau se mobilise notamment aussi aux côtés de la Direction générale des entreprises pour pouvoir sensibiliser à minima 20 000 entreprises sur le territoire en 2025 et de pouvoir aussi assurer en fait des accompagnements et notamment des accompagnements qui reposent dans un premier temps dans la détection des besoins IA associés à des cas d'usage. Comme l'a rappelé Alexis, notre objectif c'est vraiment de travailler étroitement ensemble. Et à travers aussi cet observatoire que porte la Direction générale des entreprises, c'est aussi de pouvoir donner toutes les clés, les connaissances aussi aux conseillers pour qu'ils puissent à la fois détecter ces besoins et mettre en face des solutions qui répondent aux problématiques identifiées. Donc voilà, ça c'est notre enjeu aujourd'hui. Bien évidemment aussi, c'est la formation. Ça, c'est un sujet aussi qu'on porte, nous, au niveau du réseau, puisqu'on est le deuxième opérateur de formation, quand même, après l'éducation nationale. Donc, c'est quand même plus de 500 000, aujourd'hui, personnes qui sont formées aussi par le biais du réseau. Donc, c'est pas neutre. Donc, aussi, dans le cadre aussi de l'appropriation de l'intelligence aussi artificielle dans l'entreprise, c'est bien évidemment former à travers nos différents organismes de formation. Puisque nous travaillons notamment en cours sur la création d'une certification intelligence artificielle qui sera du coup opérationnelle d'ici la fin d'année 2025 et qui permettra de pouvoir former un référent intelligence artificielle au sein de l'entreprise.
Et par ailleurs, en attendant, et donc l'ensemble de conseillers sont mobilisés pour former les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise à travers des formations très courtes qui permet en tout cas de pouvoir les former sur des outils spécifiques répondant à des métiers de l'entreprise. Donc l'IA au service des RH, l'IA au service de la communication, du marketing. Et puis là, aujourd'hui, on parle d'industrie, bien évidemment. Aussi, nous nous attachons, bien évidemment, à jouer collectif. Je pense que c'est très important, en fait, de pouvoir impulser cette dynamique collective, puisque c'est ensemble, en fait, aussi qu'on va pouvoir aussi accélérer cette adoption de l'intelligence artificielle. Et c'est important pour nous de nous adosser aussi à des experts. Et c'est pourquoi nous coopérons aussi avec l'ENSAM, qui est l'École nationale supérieure des arts et métiers, pour notamment développer aussi les connaissances et les compétences des conseillers en matière aussi d'intelligence artificielle au sein de l'environnement industriel d'une entreprise. Et nous sensibilisons aussi les conseillers, nous les acculturons à travers des cycles de webinaires avec l'ENSAM, de façon à ce qu'ils puissent être armés, être bien affûtés quand ils ont en face une entreprise industrielle. Voilà en tout cas en l'état ce que je peux dire aujourd'hui, enfin pour le moment. Okay. En termes d'accompagnement, je vais ajouter quelques détails sur les approches qu'on met en œuvre et qui font écho justement à ce type de besoin dans l'entreprise. Et je vais reprendre les stats qui ont été donnés dans la table ronde précédente. On disait l'IA, c'est 70% d'humain, 30% de techno. Et l'humain, en fait, qu'est-ce qu'il voit ? Quand il regarde son journal télévisé, il entend les gros acteurs de l'IA, donc OpenAI, DeepSeek et autres. Je n'ai pas besoin de tous les citer, ils font suffisamment de publicité, ils ont besoin de levée de fonds. on va dire aussi Mistral AI, ils ont besoin de levée de fonds, donc ils font des annonces. Et puis on voit des applications qui sont très grand public et qui font parfois aussi assez peur parce que ça remet en question et ça fait une compétition avec ce que sait faire l'humain. Et au final, il y a un énorme contraste entre ça et le besoin de l'industriel. En fait, le besoin de l'industriel, c'est quoi ? C'est un cas d'usage. J'ai besoin de contrôler la qualité de mes pièces. J'ai besoin de mieux maîtriser mon process et sa dérive. Mais je suis obligé d'échantillonner. Donc ça demande à des humains de se rendre dans des machines, à être exposés à des dangers ou à faire des actions répétitives. Je parlerai tout à l'heure des effets stroboscopiques qui sont pour moi aussi dangereux que les TMS par exemple. Et en fait, nous finalement, quand on arrive et qu'on écoute un industriel, on a un besoin qui est très terre à terre et qui contraste énormément avec ce qu'on peut voir dans les médias. Et le deuxième challenge qu'on a eu quand on a commencé à échanger avec des industriels sur leurs besoins en termes de solutions qui pouvaient faire appel à de l'IA, c'était comment nous industriels qui n'avons pas obligatoirement beaucoup de connaissances expertes sur l'IA, on peut intégrer ce type de solution. Et là, il y avait deux grands profils. Je refais écho à ce qui a été mentionné tout à l'heure. Des grands groupes qui, eux, vont pouvoir staffer des équipes avec des spécialistes sur la partie IA et des PME qui, elles, ont de réels besoins et de gros challenges, mais elles n'ont ni les moyens ni les ressources pour le faire. Et on a essayé, il y a 4 ou 5 ans, de déployer des premières technologies IA et on a vu que la greffe ne prenait pas par manque de maturité, on nous disait. En fait, c'est surtout par manque de compétences derrière. Et aujourd'hui, voilà, on a travaillé sur deux grands types d'accompagnement. Le premier pour des grands groupes et qui ont déjà, ou des ETI qui ont déjà des capacités assez expertes, où on leur met entre les mains des solutions plutôt IT, donc déjà plutôt connues des environnements Docker, etc., où on va pouvoir verser du savoir-faire dedans. Et puis on va amener des serveurs d'inférence pour les experts. On va amener des serveurs d'inférence et on va pouvoir, grâce au savoir qu'ils vont intégrer dans ce serveur d'inférence, résoudre leurs problèmes. Ça, c'est la première méthodologie d'accompagnement, après avoir fait bien sûr le diagnostic de la qualité de la donnée. Et puis, le deuxième type de challenge, c'est rendre l'IA acceptable dans des PME, intégrable. Et là, il faut travailler l'UX. L'UX, pour ceux qui connaissent, c'est l'user experience, c'est la facilité à s'approprier
un logiciel, une interface, un outil, de façon assez, je dirais, intuitive. Et donc, ça, c'était notre deuxième challenge. Et là, on commence aujourd'hui à libérer des solutions sur étagère qui demandent 45 minutes pour la prise en main et qui font le job avec des taux de réussite à plus de 99,9%. Donc voilà, ça c'est 2 grandes familles d'accompagnement. Mais je suis complètement d'accord sur la partie talent. On a encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir aller encore plus loin et rester avec une grande compétitivité dans nos entreprises françaises. Oui, bonjour. Donc, pour rebondir sur ce qui a été dit, moi j'aime bien d'abord segmenter un peu quand on parle d'intelligence artificielle et démystifier tout ça. L'intelligence artificielle, il y a une partie, c'est récupérer des données et analyser les données. Ça existe depuis longtemps. C'est plus presque de l'informatique ou des mathématiques appliquées où on va traiter de la donnée pour identifier un certain nombre de problèmes. Là, ça demande des compétences assez techniques pour analyser les données, trouver les bons algorithmes. Et l'accompagnement, il me paraît très important dans sur cette partie-là. Mais depuis 18 mois, on voit l'émergence, l'explosion des modèles d'IA générative. Et moi, je voudrais illustrer un peu les révolutions que ça apporte. Donc, chez Elfi Technologies, on est à la fois utilisateur et vendeur de solutions, puisqu'on fait des machines au départ et des lignes de production. Et on vend maintenant une plateforme sur laquelle on va récupérer les données de nos clients et les analyser pour, par exemple, optimiser les process, limiter les pertes d'énergie ou les consommations d'eau, ou plus simplement augmenter le taux de disponibilité des machines. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe est assez simple. On remonte des données, on va analyser un certain nombre de données et puis faire des corrélations entre le taux de panne et un signal donné pour mettre en place des algorithmes de maintenance prédictive. Aujourd'hui, maintenant, avec le LLM, on passe à une vitesse supérieure. C'est qu'en fait, on a la capacité d'analyser les données brutes, de mélanger ces données qui viennent des machines avec, par exemple, les incidents, le report des incidents et les tickets de réparation du service maintenance, et avec les notices des machines. Vous savez qu'une notice, ça peut faire 300 pages et c'est relativement indigeste. Et en fait, le LLM va être capable d'intégrer l'ensemble de ces données et d'apporter une réponse intelligible à l'opérateur. Et donc, pour aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, on a maintenant une solution qui est facilement déployable sur étagère en quelques dizaines de minutes et qui va permettre d'apporter une vraie solution à l'opérateur, même s'il n'a pas forcément les connaissances en mathématiques appliquées. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le modèle LLM, il permet de s'affranchir d'une grande partie des compétences en IA dont on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est là où je veux vraiment démystifier la chose, c'est qu'aujourd'hui, bon, on a des modèles LLM, on va dire que c'est peut-être une boîte noire, mais peu importe. Aujourd'hui, dans la manière d'utiliser l'LLM, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de rendre accessibles ces technologies directement auprès des opérateurs. Et en termes de cas d'usage, aujourd'hui, quand on développe cette solution, on a un taux de disponibilité de machines et en tout cas un taux d'appel entrant chez nous qui a diminué de 40%. Parce qu'en fait, les opérateurs, ils n'ont plus besoin d'appeler le service de maintenance du fabricant de machines. Ils arrivent à se dépanner tout seuls. Ils posent la question en langage naturel. La machine leur répond en automatique en exploitant l'ensemble des données. Donc, c'est hyper simple. Et on n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières, ni en IT, ni en cyber, ni en algorithme de traitement de données. Et je dirais que même pour définir les indicateurs, aujourd'hui, on a des super tableaux de bord où on va donner, je sais pas, le MTTR, le MTBF, etc., qui correspondent à nos besoins. Il y a une phase de paramétrage qui est un peu longue. Bon. Demain, avec le LLM, en fait, on va pouvoir définir les tableaux de bord que l'on souhaite et définir les indicateurs dont on a besoin. Et le LLM va faire le calcul tout seul en quelques secondes, là où avant, il fallait un informaticien qui mette en œuvre l'ensemble de ces indicateurs. Donc c'est une petite révolution qui est en place, mais c'est une révolution de simplification.
Et c'est ça que je trouve vraiment absolument génial aujourd'hui. Puisque là, on parle vraiment d'IA générative et d'IA industrielle. En fait, il y a aujourd'hui une convergence de l'IA générative et de l'IA industrielle pour un choc de simplification. Alors, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un cas d'usage qui est très parlant, en fait, qui est très proche de ce dont chacun peut faire l'expérience en utilisant des solutions d'IA générative. La question que je me pose, c'est justement cette application à l'industrie entre, enfin évidemment, ce n'est pas un chatbot sur Internet qu'on utilise pour faire ça. Le fait de déployer cette solution dans mon entreprise, dans l'état de l'art d'aujourd'hui, ça prend combien de temps? Vers qui est-ce que je peux me tourner quand je n'ai pas de compétences spécifiques en interne? Et est-ce que ça coûte cher? Alors, deux questions. D'abord, moi je vais partager une conviction. Nous, on est fabricants de machines. Il y a plusieurs fabricants de machines ici. Je pense que les fabricants de machines, ils doivent s'emparer du sujet et proposer des solutions qui intègrent cette IA à leurs clients. C'est la clé parce que quand on est fabricant de machines, on connaît tous les secrets de conception et ça permet de gagner énormément de temps et donc de réduire les coûts aussi de déploiement de ces solutions. Et est-ce que ça coûte cher? Eh ben non. Ça coûte pas cher, ça rapporte beaucoup parce qu'en gros, déployer une solution comme ça, pour moi, c'est peut-être 10 000, 15 000 euros par ligne de production. Donc c'est à la portée de toutes les bourses. Et quand on voit le taux de disponibilité, les gains de taux de disponibilité ou les gains d'optimisation de machines, ils sont sans commune mesure avec les coûts de déploiement. Donc aujourd'hui, c'est une solution qui est assez simple à mettre en œuvre sur des lignes de production. Je ne parle pas de lignes de production d'assemblage de véhicules, mais sur des plus petites lignes de production, c'est simple. C'est quelques dizaines de milliers d'euros, ou en général, c'est plutôt des abonnements de quelques milliers d'euros par an, plus un coût de setup. Et derrière, c'est un gain immédiat, mais il n'est pas uniquement économique. C'est aussi un gain humain parce qu'on a un opérateur qui est plus en confiance avec sa machine, qui est satisfait parce qu'il peut régler ses problèmes par lui-même. Et c'est quand même assez frustrant quand vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre machine, que vous êtes obligé d'appeler quelqu'un le vendredi soir en 2 shifts à 19h, un veille de 15 août, que vous n'avez pas la réponse au téléphone. C'est assez frustrant. Et pouvoir enlever ce caillou dans la chaussure des opérateurs qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes à travers ce système expert, ça a aussi énormément de valeur en termes de fidélisation et de reconnaissance des opérateurs. Voilà. Donc je ne peux qu'aller dans ce sens-là aujourd'hui. Il faut que les opérateurs s'emparent du système. Il y a un certain nombre de plateformes françaises ou européennes qui sont très efficaces en la matière et qui permettent de faire des gains considérables. Et juste pour compléter sur la partie IA, je parlais d'IA générative. Encore une manière de démystifier la chose. On a parlé de Mistral, qui est une plateforme française. Moi, je suis une entreprise française. Je suis ambassadeur de la French Fab pour les Pays de la Loire. Je cherche à développer des écosystèmes français. Et je peux vous dire qu'on a la chance d'avoir Mistral comme LLM puissant aujourd'hui. Il faut pouvoir l'utiliser. Mais il y a également une autre plateforme que je voudrais citer, qui est une plateforme, un service web facile à utiliser, qui remplace des copilotes ou autres, qui s'appelle cosmos-suite.ai. Et vous avez sur une même plateforme la capacité d'analyser plusieurs documents, des documents d'appel d'offres par exemple, et d'avoir une synthèse, d'enregistrer, de faire des synthèses de documents, de faire des recherches web en utilisant de l'intelligence artificielle. Et donc là, c'est l'intelligence artificielle immédiatement disponible pour des assistants, des marketing, du commercial, pour de la direction. Et encore une fois, là, c'est un choc de simplification. Il n'y a rien à faire à part aller sur un site web et rentrer ses données. Tout est sécurisé, tout est hébergé en France. Donc, c'est une solution française, sécurisée, qui remplit les critères de l'ANSSI. Voilà. Et donc, c'est l'intelligence artificielle à portée de tout le monde. Merci beaucoup. Justement, on va rebondir là-dessus pour parler de cet enjeu de confiance, de sécurité, avec peut-être l'expérience et les cas d'usage d'un grand groupe. Et puis, je voudrais qu'on revienne après dans les sujets d'accompagnement sur les difficultés qui sont remontées par les entreprises accompagnées et ce sur quoi il faudrait investir pour accélérer les déploiements réussis. Oui, tout à fait. Donc, comme tu viens de le dire, c'est la question de la confiance, en fait. Nous, ce qu'on remarque quand on va chez un industriel, c'est qu'à partir du moment où on a 1 ou 2 personnes qui y croient, ils vont être ambassadeurs de la solution en interne. Et donc, on n'a pas le droit à l'erreur quand on fait le déploiement. Si on déploie, il faut que ça marche. Pour que ça marche, il faut que ce soit quelque chose d'extrêmement simple pour la personne qui va le mettre en œuvre. Donc ça, c'est la première chose. Le ROI, tout à l'heure, on parlait de retour sur investissement.
Sur les sujets sur lesquels je travaille actuellement, le ROI, il évolue entre 6-8 mois en fonction des solutions. Le plus long, c'est à peu près 24 mois à peu près pour ce qu'on déploie aujourd'hui. Évidemment, sur des très grandes installations très complexes, là, ça va dépendre vraiment de la qualité de la donnée et ça peut être un petit peu plus long. Mais gardez ces chiffres-là en tête. 70-80% des solutions, en moins d'un an, c'est rentabilisé. Donc c'est ça ce qu'il faut garder en tête. Les cas d'usage, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, les cas d'usage typiques, c'est pouvoir travailler de la donnée qui est assez complexe à accéder. Typiquement, aujourd'hui, quand on fait de l'évaluation de bilan carbone, nous, on a intégré un agent d'IA qui va aller scruter les bases de données mondiales et qui va identifier pour tel type de matériaux le bilan carbone qui semble le plus réaliste selon les caractéristiques de la pièce ou de l'usage qu'on va en faire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui serait inaccessible à un être humain. Il devrait éplucher des dizaines, voire des centaines de bases de données. C'est un gain de temps phénoménal. Et surtout, la qualité de la donnée, elle est justifiée parce que derrière, il y a des certificats qui ont été validés par des organismes de certification et qui disent « je certifie que cette donnée, elle est de qualité ». Ça, c'est la première chose. La vision assistée par intelligence artificielle, ça c'est très important. Tout à l'heure on parlait des effets stroboscopiques. L'être humain il peut pas être toute la journée à checker des pièces. C'est complètement inconcevable. Et si on peut l'intégrer dans un robot ou dans une machine, le résultat en termes de qualité, en termes d'efficacité et de compétitivité de l'entreprise ou du constructeur de machines pour se différencier des acteurs traditionnels du marché, enfin qui utilisent des technos traditionnels sur le marché, il n'y a pas photo clairement sans faire de jeu de mots. Et donc après on a aussi du travail sur des bases de données ou des historiques de données, c'est très important. Si vous ne savez pas encore aujourd'hui ce que vous allez faire, conservez la donnée proprement et vous allez voir que d'ici quelques mois, quelques années, quand vous allez avoir un challenge à faire, si vous avez de la donnée, eh bien, vous aurez un énorme avantage pour pouvoir atteindre cet objectif. Typiquement, aujourd'hui, sur des stations de traitement d'eau ou de liquide, pouvoir identifier la composition chimique et comprendre comment les réactions chimiques vont se faire, on les anticipe et on arrive à gérer l'oxygénation, l'effort d'oxygénation ou l'ajout de produits. Et donc on fait durer les machines et on apporte une qualité aux produits et une efficience énergétique pour traiter de l'eau par exemple, ou traiter des huiles de coupe sur des machines-outils qui permettent d'économiser énormément de matière, économiser énormément d'énergie. Et je peux vous dire que traiter de l'huile de coupe en termes environnementalement parlant, c'est assez nul pour l'environnement. Et donc si on peut faire durer les huiles de coupe beaucoup plus longtemps, si on peut, dans les bassins de retraitement d'eau, économiser jusqu'à 80% d'énergie pour aérer les bassins d'eau, vous amortissez très rapidement ces solutions-là. Voilà. Ça, c'est trois grands cas d'usage, donc de l'analyse de données profonde, je dirais, de la vision, et puis cette partie de brassage et de recherche dans des bases de données multiples. C'est les trois plus grands cas d'usage qu'on retrouve, nous, de notre côté. Voilà. Merci beaucoup. Donc on voit qu'il y a plein de cas d'usage, ça marche, c'est mature, ça permet d'obtenir des gains en efficacité. Et donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on reste à 6-10% d'adoption de nos entreprises? Si on veut améliorer ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, en effet. Aujourd'hui, d'ailleurs, le baromètre France Num en 2024 donc, a annoncé qu'une entreprise utilisait, que 13% des entreprises utilisaient au moins une solution d'intelligence artificielle en 2024. Donc en effet, il y a encore un effort à faire pour pouvoir accélérer le déploiement des solutions IA dans l'entreprise. Et du coup, notre action, en fait, notamment cette action qu'on s'est donnée comme priorité en 2025, repose sur deux volets. En fait. Le volet, du coup, sensibilisation, parce qu'il y a un gros travail en amont à faire auprès des entreprises vraiment néophytes qui n'ont pas encore adopté l'intelligence artificielle au sein de leur activité, parce que, tout simplement, ils ne la comprennent pas. Donc, il y a un besoin aussi de bien expliquer les différentes typologies en fait, d'intelligence artificielle et leur impact, en fait, sur les métiers de leur entreprise et leur activité. Donc ça, c'est hyper important.
Et donc, on s'attache du coup à proposer en fait parce on se veut aussi très pratico-pratique. Hein. Donc, c'est important aussi de pouvoir proposer aussi des ateliers collectifs en présentiel ou à distance qui vont permettre vraiment à la fois de revenir sur des fondamentaux, mais aussi de pouvoir proposer, présenter des outils, comme à juste titre vous l'avez soulevé, des outils faciles d'accès, abordables, parce qu'il y a quand même une question aussi de capacité financière. Et nous, le réseau des CCI, on s'adresse principalement quand même à des entreprises à la fois néophytes, mais qui n'ont pas forcément toujours une grande capacité financière. Et donc, c'est aussi pour nous très important de pouvoir aussi mettre en relation en fait de nos entreprises avec avec différentes solutions. Plusieurs solutions, parce qu'on a ce devoir aussi de rester impartial, c'est important. Hein. Il faut qu'on puisse... nous, notre rôle, c'est de pouvoir mettre en face différentes solutions qui répondent aussi à des problématiques identifiées. Mais en attendant, c'est d'abord sensibiliser, comme je disais. Et dans le cadre aussi de la sensibilisation, en dehors et au-delà de présenter des solutions, c'est aussi de pouvoir sensibiliser la culture aussi de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, comme on a pu le faire avec le développement de la culture de la sécurité numérique en entreprise. C'est quand même une technologie avancée qui amène quelque part une profonde mutation dans l'entreprise. Et donc, il y a un besoin aussi, en dehors de discuter et de partager avec le dirigeant, de pouvoir aussi sensibiliser l'ensemble des collaborateurs aussi sur bien eux, leur appropriation aussi quant à l'intelligence artificielle. Parce que en fait, quand vous avez un dirigeant qui annonce que non, moi j'utilise pas d'intelligence artificielle au sein de mes activités, on peut aussi s'apercevoir qu'en parallèle, vous avez des collaborateurs pour leur usage personnel, mais aussi professionnel. On peut s'apercevoir qu'ils utilisent du copilote, du chat GPT, enfin pas mal de solutions en fait IA plutôt génératives. Donc c'est important aussi de développer cette culture-là dans l'entreprise, d'identifier les profils numériques en fait, les profils des collaborateurs. À savoir si on a globalement des profils où vous savez que vous pouvez compter sur des ambassadeurs, des influenceurs dans l'entreprise qui connaissent bien le sujet et qui peuvent du coup impulser aussi l'intérêt d'utiliser en fait l'IA. Parce que vous avez aussi dans l'entreprise des gens plutôt sceptiques qui ont plutôt peur. On a bien vu avec les questions de data, il y a quand même un enjeu aussi éthique et sécuritaire qui est important à soulever. Il faut faire attention quand on utilise de l'intelligence artificielle. Et puis vous avez aussi dans l'entreprise des enthousiastes qui sont là, qui trouvent ça super mais qui ne savent pas comment faire. Donc nous, c'est important aussi, au réseau des CCI, de pouvoir bien identifier aussi avec le dirigeant, ses collaborateurs, afin de les aider à prendre ce virage-là et à mener aussi le changement dans l'entreprise. Donc voilà, ça fait partie du volet aussi sensibilisation. Et puis ensuite, sur le volet du coup accompagnement, eh bien, on a d'abord on a aussi cet enjeu de stimuler le passage à l'acte. Hein. On parle d'adoption, mais c'est du coup pour pouvoir adopter l'IA, il faut stimuler ce passage à l'acte. Et donc on se doit d'avoir une approche très pratico-pratique encore une fois. Et donc l'accompagnement repose, en tout cas en matière d'intelligence artificielle ici, sur comment j'aide l'entreprise à détecter les besoins en fonction de ses métiers, son activité encore une fois, et sa stratégie, sa vision. Une fois qu'on a détecté les besoins, eh bien, on s'inscrit aussi dans un continuum. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe en fait au sein de l'écosystème. Parce qu'on parle, le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est la dynamique collective qu'on crée et qu'on fait vivre. Donc le conseiller CCI, une fois qu'il détecte le besoin, il se dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans mon écosystème, à la fois régional, local, mais aussi bien évidemment national. J'ai détecté des besoins, comment je peux aider mon entreprise? Il y a un programme national IA Booster avec un maillage territorial intéressant qui me permet aussi de flécher l'entreprise vers le programme IA Booster. Dans ce programme, il va pouvoir s'auto-diagnostiquer, il va pouvoir bénéficier d'un diagnostic également, et ensuite derrière avoir en face un plan d'action pour pouvoir mettre en œuvre un projet IA, plus ou moins complexe selon en fait son activité et sa dimension, si c'est aussi une activité de service ou si c'est une activité de production. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième, vous avez aussi des programmes dans lesquels les CCI sont fortement impliqués et sont partenaires majeurs, des programmes européens comme les EDIH, qui s'adressent aussi à des entreprises aussi globalement industrielles et qui soulèvent 3 composantes: data, cybersécurité, intelligence artificielle. Donc le travail aussi du conseiller, c'est de pouvoir orienter l'entreprise vers ces typologies de programmes.
Ensuite, vous avez des programmes régionaux cofinancés, et donc pour lesquels aussi, encore une fois, les CCI sont partenaires majeurs et impliqués. Des programmes, alors je n'ai pas tous les noms en tête, mais c'est des programmes qu'on appelle Transition, des programmes Booster en Hauts-de-France, Transition Centre Val-de-Loire. On a le programme, si je reviens sur le DIH, programme DIVA en Pays de la Loire, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est déjà faire réorienter ces entreprises vers ce type de dispositif. Et puis, vous avez des TPE, TPI, qui ont simplement, on a bien identifié le besoin. En face, on est capable de mettre plusieurs solutions. Et donc là, on va tout simplement aider l'entreprise à formaliser un cahier des charges et du coup mettre ensuite en relation la TPE et la TPI auprès de la solution de façon à l'accompagner dans la mise en œuvre. Ce qui nous importe, c'est d'aider à bien choisir, d'aider l'entreprise à bien choisir la solution qui va vraiment bien s'adapter à son besoin. Voilà, ça c'est le travail aussi qu'on fait au quotidien. On a aujourd'hui 400 conseillers quand même sur l'ensemble du réseau, sur l'ensemble du territoire national, Drôme compris, dont on a à peu près 200, c'est environ 200 conseillers numériques et 200 conseillers industrie. Voilà, qui sont là justement pour pouvoir faire ce travail en fait. Voilà en gros ce qu'on propose de façon très concrète sur ce volet sensibilisation et accompagnement. Donc allez-y, n'hésitez pas aussi à aller sur cci.fr/AI ou /IA et vous allez avoir un certain nombre de contenus, d'informations, notamment un contenu, donc une ressource utile qu'on a travaillé avec la Direction Générale des Entreprises, notamment France Num. Nous nous sommes adossés avec la CNIL, le MEDEF, l'UDP, CPME, pour travailler vraiment sur 5 fiches pratiques qui présentent vraiment les différentes typologies d'intelligence artificielle, avec notamment la présentation aussi de cas d'usage. Donc n'hésitez pas à vous rendre aussi soit sur le site des CCI ou soit sur le site directement de France Num, où vous allez pouvoir retrouver ces fiches pratiques. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, donc des ressources bien identifiées, très utiles pour l'accompagnement. Peut-être un dernier mot de la fin pour vous, Yann, Mathieu. Vos clés pour l'accélération d'une diffusion réussie. La simplification des outils. Avec des outils simples, la diffusion se fait plus vite. Je vous parlais de manière très simple de toute la partie... l'intelligence artificielle, ce n'est pas un but, hein, c'est plutôt un moyen au service d'un travail plus efficace. Si je parle, l'objectif, c'est de parler d'industrie. Et si je fais juste le parallèle avec la partie back-office, dont on n'avait pas tout à l'heure, la suite IA dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un truc tellement simple, bah, c'est la base. Si on veut que l'outil soit... il y ait une bonne appropriation de l'outil, il faut qu'il soit super simple à utiliser et sécurisé, etc. Et donc, on a des solutions françaises, simples et sécurisées aujourd'hui qui existent. Donc, la première des choses, c'est de donner accès aux gens, avec une explication d'une petite heure, ça suffit, et les laisser travailler dessus. Et je pense que c'est comme ça que les gens s'approprient l'outil, en mesurent les effets très rapidement. Et donc, moi, dans mon entreprise, ma politique, c'est de dire, je donne l'outil à tout le monde. Je mesure au bout d'un mois ceux qui ont vraiment utilisé l'outil, je l'explique régulièrement et puis au bout d'un mois, je discute avec ceux qui veulent l'utiliser, ceux qui ne veulent pas l'utiliser, je réduis mon abonnement au nombre de personnes qui l'utilisent vraiment et puis c'est parti quoi. Et je ne me pose pas plus de questions, il faut aller de manière très simple et très pragmatique. Et maintenant, sur la partie industrielle, les choses sont un tout petit peu plus compliquées parce que dans l'industrie, les données, c'est ce qui génère le profit à la fin, c'est le chiffre d'affaires, il y a des secrets de production, etc. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long à mettre en œuvre et c'est un peu plus complexe. Mais je dirais que, ceci étant, les recettes sont les mêmes. C'est que si on règle des problèmes des industriels en termes de taux de consommation, en termes de taux de disponibilité, c'est comme ça. Et si on intègre vraiment les problématiques des opérateurs, c'est comme ça qu'on va assurer une meilleure appropriation. Donc il faut faire des outils simples, faciles à prendre en main et facilement paramétrables. Et donc les outils de d'IA générative aujourd'hui, je pense, c'est une des clés pour rendre des outils plus simples à utiliser et une meilleure diffusion. Okay. Alors les deux mots de la fin. La première, c'est si vous êtes chef d'entreprise, listez vos 5 plus gros problématiques opérationnelles dans l'entreprise. Mettez 5 volontaires dessus qui vont prendre le projet,
qui vont prendre le défi, et vous verrez que s'il y a une solution IA qui se profile derrière, vous aurez un ambassadeur qui ira extrêmement loin, beaucoup plus loin que vous-même vous ne le pensez. Ça, c'est la première chose. Et en plus, la solution sera relativement beaucoup plus simple que ce que vous pouvez le penser. Et la deuxième chose, c'est essayer d'intégrer de l'IA et donnez-lui de la visibilité, parce que quand vous ferez visiter votre entreprise à des talents, à des jeunes diplômés, vous pouvez être sûr qu'ils vont aller focuser là-dessus. Et ça, c'est aussi pouvoir recruter des talents. C'est extrêmement important d'avoir des outils modernes, d'avoir des outils assez avancés. C'est ça qui fait que vous allez réussir à capter des nouveaux talents, des nouvelles compétences qu'on ne connaît peut-être pas encore, et qui vont rester dans l'entreprise par la suite et qui vont vous amener des choses très intéressantes. Merci beaucoup à tous. Et la session reprend à 14 h pour la 4e table ronde.